Bonjour à tous, donc rebonjour. Euh, donc, je m'appelle Roy Godchen, je suis le consultant et avant-vente qui travaille pour Liferay France. Je connais un bon nombre d'entre vous. C'est un plaisir toujours de vous revoir. Mon sujet de ma présentation, c'est développer sur Liferay DXP. Qu'est-ce que ça change pour vous? La motivation derrière ça, c'est que pendant les mois qui ont précédé cet événement, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs des partenaires pour faire des sessions de workshop qui ont envie de monter en compétences pour les développeurs qui ont déjà l'habitude de travailler sur les versions précédentes de Liferay, surtout pour la version 6.2. Parce qu'il y a un gros changement par rapport à l'architecture de DXP, donc ils ont envie de monter en compétence là-dessus. Donc là, j'essaye de faire ce sujet en concentré en basant sur les expériences que j'ai eues par rapport à ces sessions-là, pour présenter les éléments de base qui peuvent être éventuellement intéressants pour vous qui essayez de passer de 6.2 en DXP, et aussi des questions que vous pouvez éventuellement vous poser. Donc le plan, c'est le suivant. Je vais commencer par une introduction historique pour vous expliquer un petit peu la raison sur laquelle Liferay est parti sur cette nouvelle architecture. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans l'architecture OSGI et puis un petit peu les différents éléments qu'on peut éventuellement amener à réfléchir, à discuter. Et à la fin, on va regarder un petit peu les outils de développement qui vont avec. Donc peut-être pour les gens qui ont déjà commencé à travailler intensivement, j'ai discuté un peu avec Patrick ce matin, je pense que vous auriez tout à fait pu faire une meilleure présentation que moi, mais je vais essayer d'adresser un public plus large ici. C'est un slide de clarification ici, parce qu'on parle de Liferay DXP. Il faut savoir que Liferay DXP est composé de 3 grands blocs d'outils. En fait, l'outil historique, c'est ce qu'on appelle Liferay Digital Enterprise 7.0. Donc, il y a une continuité dans la version. Donc, c'est l'outil traditionnel de portail. Et ensuite, il y a des blocs qui est composé d'un ensemble d'outils qui vous permet de construire des applications mobiles. Donc, Javier, qui est dans l'équipe de l'ingénierie de mobile, on a l'honneur de l'avoir ici, donc il va faire une présentation sur ce sujet-là tout à l'heure. Et après, on a un 3e bloc qui représente l'ensemble de services qu'on propose via le cloud pour interagir avec le portail. Bien entendu, aujourd'hui, on va faire une focus sur Liferay Digital Enterprise, même si je vais peut-être utiliser le mot Liferay DXP souvent, mais il faut savoir que je parle bien de Liferay Digital Enterprise. La première image avec cette nouvelle version qu'on a, c'est cette image de logo. Lego plutôt. Lego, donc c'est des briques. Ça représente les fonctionnalités qu'on peut ajouter, enlever et faire évoluer de façon beaucoup flexible. En associant avec cette image-là, nous avons un gros titre qui représente ici, je pense que tout le monde en parle maintenant, c'est OSGI. Et puis, donc, nous avons, du point de vue technique, nous avons aussi l'introduction de beaucoup de mots nouveaux, par exemple bundle, runtime, manifest, etc. Donc, par rapport au OSGI lui-même, tout d'abord, on se pose une question, donc pourquoi Liferay a choisi de cette nouvelle architecture? Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir ces statistiques récemment. Donc, je trouve c'est intéressant de vous montrer. Donc, il faut savoir que Liferay est une plateforme qui évolue, qui a une maturité depuis 15 ans, donc qui est on va de 100 000 lignes de code jusqu'à 5 millions maintenant. Donc, il faut savoir qu'au fil des années, on a ajouté des fonctionnalités à un moment donné. Il est très difficile d'ajouter des fonctionnalités pour répondre aux besoins de marché de façon super réactive, parce que le produit il est devenu de plus en plus gros. Du point de vue de l'architecture,
on va dire, il y a eu 3 générations de l'architecture par rapport à l'évolution de Liferay. Il y a une première architecture qui est donc une web app standard qui est née, qui est le début de la naissance de Liferay, qui est créé par Bellchain. Cette architecture, avec cette architecture, on a introduit le concept de portail, implémenté la spécification portail 1.0. On utilise les technos de persistance et de présentation de l'époque, JSP. Le problème avec ça, c'est qu'avec cette première génération d'architecture, c'est qu'il était super difficile de découper parce que c'est une application standalone et il est impossible de faire des customisations et des extensions. Donc, on a introduit en 2008, avec la version Liferay 4.0, on a introduit la deuxième génération d'architecture, donc qui a implémenté le standard de Portlet. C'était un nouveau standard à l'époque, Portlet 2.0, l'introduction de Spring Hibernate, et surtout on a introduit le concept de l'extension avec des WAR, donc dans lequel vous pouvez faire des portlets, des webs, des hooks, etc. Il y a un problème d'affichage. Désolé, parce que c'est pas moi qui vois mal, non. Excusez-moi, est-ce que... Ok, merci beaucoup. On prend une petite pause. C'est bon, ça revient. Ok, donc la deuxième génération, donc l'introduction de l'extension avec le concept de WAR, qui est donc cette architecture, vous êtes assez familier avec, hein, mais le problème avec ça, c'est qu'on a quand même toujours un noyau qui est très gros. Et les WAR eux-mêmes ne sont pas découpables, hein, ils ne sont pas des vrais modules. Et surtout, on a un problème de partage de services entre les WAR. Donc il faut savoir que l'ensemble de services Liferay est dans le cœur, dans le lib de Tomcat. Et sinon, quand on veut partager des services entre les WAR, on a fait appel à quelque chose qui s'appelle Class Loading Proxy, des choses comme ça, que le service BitDoy vous génère automatiquement. Donc ça c'est un gros problème dans cette architecture-là. Donc, ce qui nous amène à faire cette nouvelle architecture. Hein. Donc, il faut savoir quand même que Liferay a passé plus de 3 ans pour refaire la totalité de cette transition. Cette architecture, c'est le choix de OSGI. Donc, c'est d'aller sur une véritable modularisation en basant sur les spécifications OSGI. Et donc, c'est de découper, c'est vraiment de découper le gros morceau de fonctionnalités à des petits modules. Avec ça, on a aussi introduit une meilleure gestion de version. Hein. On a introduit le semantic versioning, code baselining, etc. Aussi, avec la séparation en petits modules, nous avons aussi un meilleur mécanisme de patch parce qu'en fait, on n'est plus lié, l'ensemble de fonctionnalités ne sont pas fortement liées entre eux. Bien entendu, il y a un point, ça va être un point, surtout quand vous connaissez 6.2, vous voulez aller sur DXP, c'est un point qui est assez important pour nous, c'est le maintien de support de rétrocompatibilité. C'est de la façon dont vous faites souvent. Donc en fait, vous allez voir, dans pas mal de cas, vous avez le choix en fait, parce que Liferay le supporte. Je reprends un petit peu juste l'architecture, je pense que c'est assez familier pour les gens qui connaissent déjà. Donc pour la 6.2, vous reprenez l'image de l'application serveur d'application comme Tomcat. On déploie les WAR dans le répertoire web app. Donc Liferay propose un gros WAR qui représente le cœur et les plugins que Liferay propose, des portlets, des hooks, etc. Et vous développez des WAR. Vous développez aussi des WAR la plupart du temps, à moins que vous faites des extensions avec Ext. Avec Liferay DXP, nous avons fait un effort on va dire d'alléger au maximum. On a déporté presque 95% de fonctionnalités qui est dans le cœur à des modules.
Donc ces modules-là sont représentés par des bundles. Donc là, on a un conteneur OSGI, donc c'est représenté par les bundles OSGI. Donc là, les bundles OSGI représentent eux-mêmes de la modularité même. Au-delà de ça, nous avons aussi, ça c'est pour la rétrocompatibilité, c'est ça le choix qui est intéressant de discuter dans la présentation suivante, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des WAB. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire des WAR de la façon comme vous faisiez jusque-là. Et Liferay a un mécanisme qui vous permet de transformer en module OSGI, et ceci a permis de garder cette faisabilité si vous appuyez sur des frameworks tiers. Une autre image de cette nouvelle architecture, c'est le point de vue de service. Parce qu'on ne s'appuie pas uniquement pour les modules, class loading, tout ça, mais aussi ce changement d'architecture pour le service. Daniel, notre collègue allemand, il va faire une présentation sur Liferay as a plateforme de microservices. Donc, il va vraiment faire un approfondissement là-dessus. Il faut savoir ici qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle architecture, nous avons donc l'introduction, donc ça c'est le OSGI qui permet de faire ça, nous avons l'introduction de Service Registry, donc qui nous permet non seulement de découper l'API avec l'implémentation, mais qui nous permet aussi d'avoir cette orchestration de services qui n'était pas présent dans l'ancienne version qui appelle soit à partir de class loading proxy, soit à partir d'un lib dans le Tomcat ext en général avec le portlet. L'image, donc comment ça se travaille en fait, OSGI représente la modularité, introduit on va dire la notion de service orchestration. Comment ça se travaille dans l'ensemble? En fait, c'est à l'aide de différentes couches qui étaient spécifiées par la spécification OSGI. Donc on a 4 couches, donc là, service, cycle de vie, module et l'environnement d'exécution. Bien sûr, on a aussi une couche de sécurité qui n'est pas représentée ici. En gros, à l'aide de tout ça, ça se goupille en fait ensemble. Okay. Donc, un bundle, il s'appuie sur la couche service, bien entendu, pour faire l'enregistrement et de la récupération de services. Il s'appuie sur la couche cycle de vie pour dire à quel moment il peut être activé. Et il s'appuie sur la couche module pour gérer sa partie class loading. Donc maintenant, revenons un petit peu sur ce qu'on était en train de faire dans la partie 6.2. Donc dans la partie 6.2, vous faites des WAR. Et le standard, bien sûr, beaucoup d'entre vous se basent sur le Maven. Donc là, le plugin d'STK, c'est vraiment quelque chose d'horrible pour vous, mais c'est le standard. Donc normalement, vous faites des différents types de plugins à l'aide de plugins STK. Ce que vous faites le plus souvent, ce sont des portlets. Donc parlons un petit peu de portlets. Lorsque vous faites une portlet avec l'ancienne version 6.2, vous faites des WAR. Alors, il faut savoir qu'il y a un cycle de vie, sur un module Java EE Web Application standard. Et ce cycle de vie est assez proche, mais qui représente quand même une différence par rapport à ce que OSGI représente. En fait, avec ce cycle, l'ancienne façon de faire, en fait, vous buildez votre WAR, vous allez le déployer, d'accord? Et puis, un certain nombre d'entre vous qui utilisent, par exemple, des frameworks comme Spring, en fait, il va passer dans cette phase de contexte init. En fait, dans le contexte init, il va faire la résolution de dépendances avec d'injection de dépendances, ou bien vous faites des CDI. Et et puis, vous arrivez soit avec un init error, soit avec running. Donc, en fait, s'il est pas loadé, donc là, vous faites des dynamiques class loading. Et vous pouvez faire des classes for name, classes for name pour récupérer la classe. Donc là, il va faire le scanning en fait.
Et donc, si il n'est pas réussi, il passait dans le même mode d'instruction. Et après, si vous voulez vraiment corriger, vous êtes obligé de redéployer le tout. Il y a un autre truc qui est assez similaire par rapport au SGI, c'est que le class pass, en fait, il est séparé par rapport au contexte. Donc là, il y a un cloisonnement là-dedans. C'est pour ça qu'il est difficile de partager avec ça. Donc là, on voit. Mais il faut comprendre que, en fait, il y a quelque chose qui se passe dynamiquement dans le contexte init et qui peut être assez coûteux à ce moment-là. Et ça, c'est ce que OSGI a changé, vous allez voir. Il y a une deuxième phase là-dessus, c'est que souvent dans votre portlet, vous utilisez une ou plusieurs technos qui étaient dans l'ensemble de technologies qui est représenté dans le Java EE. Donc vous pouvez vous appuyer sur des expression language, des spécifications de servlet, des CDI. Je ne sais pas s'il y en a qui font du CDI ici. En tout cas, dans le monde, on a aussi une communauté on a une équipe qui travaille sur les specs CDI, JSF, tout ça. Donc, on peut être amené à s'appuyer sur donc ça, c'est juste ces technos-là. Ça, c'est juste pour que vous puissiez garder en tête, parce qu'il y a discussion juste après. Si on fait avec la nouvelle façon de OSGI, donc maintenant, si vous faites une portlet avec OSGI, par défaut, c'est une spécification, il suit une spécification éditeur. Donc en fait, Liferay ne suit pas complètement parce que cette couche additionnelle de conteneur OSGI implique que Liferay ne peut pas faire de A à Z ce que la spécification standard JSR propose. Donc ça, c'est une spécification éditeur. Donc ça, il faut vraiment garder en tête. Donc on n'est pas, si vous faites le portlet de façon pure OSGI en jar, vous êtes sorti du cadre portlet 2.0. Alors qu'est-ce qui est représenté dans un bundle? Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est quand même parce qu'on a déporté l'ensemble de fonctionnalités à des petits briques qui sont représentés par des modules, et on veut s'appuyer sur les avantages d'établissement de contrat entre les modules qui est géré dynamiquement par les couches qui est proposées par OSGI. Le contrat, il est défini, donc là, si on rentre un petit peu dans la boîte, on retrouve donc là du code, de fichier de configuration, mais ce qui est plus important, c'est le fichier manifeste qui est en fait le contrat ou l'étiquette qui représente la boîte. Qu'est-ce qui définit dans le fichier manifeste? C'est en gros, il définit le nom, la version, ce qu'il a besoin, ce qu'il exporte. Il peut le définir soit de façon explicite avec des noms de package ou soit par rapport à la capacité. Ensuite, de l'autre côté, on voit en bas consommer et fournir. C'est notre point de vue par rapport à l'enregistrement et la consommation de services. Bien entendu, il peut, même si ce n'est pas la règle de l'art, mais vous pouvez aussi vous amener à inclure d'autres bibliothèques jar dans un bundle. On regarde le cycle vie de OSGI. C'est là où la différence, il est un petit peu... comment dire, il y a une différence entre ce cycle de vie par rapport au cycle de vie qu'on a vu tout à l'heure. La grande différence, c'est que le job, il est plutôt fait en amont. C'est-à-dire que à l'aide, si vous connaissez, vous avez travaillé un peu avec si vous avez travaillé un petit peu avec le Liferay DXP, c'est des sortes de pauses. Après, allez, on repart. On repart comme ça. C'est peut-être ça, ouais. Alors, donc en fait, le job, il est plutôt fait en amont. Donc en fait, pendant la phase build. En fait, pendant la phase build, non seulement il regarde les dépendances explicites que vous définissez soit dans les fichiers BNB ou soit dans les manifestes que vous générez vous-même, mais il peut aussi faire le scanning de code si vous utilisez
le service déclaratif, le framework de service déclaratif ou le service component runtime. En fait, il va faire le scanning pour vous et il va générer un fichier de manifeste qui est assez costaud. Et en gros, le job, il est fait à ce moment-là. Et après, une fois il le déploie à OSGI, en fait, la magie de OSGI, c'est que lui, sa couche module, il a la capacité de regarder à ce moment-là. Donc, il va pas aller faire du class scanning parce que tout est enregistré, tout est clairement défini là-dedans. Donc, il va, une fois il est installé, si les dépendances sont résolues, il va passer en mode resolved et il est parti. Donc, en fait, là, au niveau déploiement, il est beaucoup plus rapide. Et ça, il y a une différence par rapport à ce que vous faites avant. Et après, dans le cadre de WAB, il est toujours à discuter. Maintenant, regardons un petit peu le WAB. Alors, le WAB, c'est Web Application Bundle. C'est quelque chose qui est souvent, par défaut, ignoré parce qu'on parle de OSGI avec Liferay 7, Liferay DXP, et on oublie ça. Le WAB, c'est quelque chose que vous avez travaillé assez souvent, en fait. Si vous venez, surtout, vous venez d'une migration ou vous venez du monde 6.2. Le principe, c'est garder la continuité de support, la rétrocompatibilité de support. Et l'avantage avec le WAB, c'est qu'au lieu de déployer un... Je ne sais pas si ça résonne un petit peu, mais je ne suis pas très confortable avec ce que j'entends. Moi, je ne sais pas, je suis en train de crier ou machin. Enfin, donc, en fait, au lieu de déployer des jars, vous déployez des WAR. En fait, vous déployez des WAR avec la même structure que vous êtes familier avec jusque-là. En fait, vous pouvez déployer une portlet avec du WebXML, avec du portlet XML, etc., avec l'ancienne version. C'est avec cette méthode-là qu'on assure la rétrocompatibilité de ce qu'on avait. Et bien sûr, dans ces spécifiques, par exemple, si vous voulez faire du Spring, vous n'avez pas d'autre choix. Vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pouvez pas faire des jars et vous êtes obligé de faire avec une structure de WebInf, WebXML, Spring.xml, etc. Et avec ça, vous pouvez aussi vous appuyer la plupart du temps sur les dépendances de jars supplémentaires. Et comment Liferay? Alors, il faut savoir que il y a Web Application Bundle, il y a le mot bundle à la fin. Donc, en fait, ça vit dans le conteneur OSGI. Donc, comment Liferay résout ce problème-là? C'est que Liferay, en fait, on utilise un générateur qui va faire le job pour vous, qui va générer le manifeste. Donc là, vous pouvez définir aussi le comportement de générateur pour dire, OK, qu'est-ce que, automatiquement, pour les WAR, qu'est-ce que je produis pour un manifeste? Et c'est ça l'étiquette qu'il va mettre dessus pour dire, OK, à OSGI, pour dire, OK, ça c'est un WAR, mais vous le traitez comme si c'est un bundle. Et donc, après, donc, il y a des propriétés qui vous permettent par défaut ce que Liferay gardait, stocké dans le stockage dans le répertoire, c'est votre WAR initial. Mais après, c'est au moment de chargement, il va le créer, ce manifeste, et éventuellement ajouter des bibliothèques supplémentaires parce qu'en fait, à partir de, si je reviens sur la photo avant, ils vivent ensemble et on peut avoir des WAR qui vont consommer des jars qui sont des purs bundles OSGI. Donc là, ils vont le charger potentiellement de façon dynamique. Donc ça veut dire qu'à l'aide de WARP générateur, non seulement il va mettre le manifeste, mais aussi il peut faire des chargements supplémentaires pour mettre dans le paquet des jars supplémentaires. Et il va le mettre dans un bundle qui groupe ensemble. Donc ceci représente une difficulté de debugging pour vous dans le futur. Donc c'est ça, Liferay il propose aussi un mécanisme pour que vous puissiez avoir des WAB générés en tant que fichier physique à la fin, que vous pouvez l'utiliser. On a parlé un petit peu de dépendance ici, et ça c'est une question qui revient assez souvent dans les sessions. C'est qu'est-ce que je fais si jamais mon bundle a besoin de quelque chose, une bibliothèque, un générateur de PDF, iText, etc. Donc là, en fait, il y a deux stratégies en gros.
Il y a une troisième stratégie, c'est de faire un petit peu de façon un peu bourrin, de mettre tout à fait là-haut et dire que c'est disponible pour tout le monde, en dehors de conteneurs OSGI. Deux façons le plus récurrent, c'est soit la méthode embedded, c'est-à-dire que je déclare et je l'embarque avec, soit c'est de transformer le jar, la dépendance en tant qu'un bundle OSGI façon pure. Donc on va essayer de comparer un petit peu là-dedans. Donc si on va aller dans le cas, la stratégie de embed, donc là, cette stratégie, il est fait soit avec un BND. Donc ça, c'est valable et aussi pour les jars OSGI et aussi pour les WAR. Donc, si... Je crois que c'est le Mac qui pose problème, parce que là, il n'y a pas eu le souci. C'est ça, hein? Donc là, on déclare explicitement ce qu'on embarque là-dedans, soit dans le BND, dans un cas OSGI pur, soit au niveau compilation, on l'embarque avec dans le cas de WAB. L'avantage et les inconvénients sont listés ici. Donc avec cette méthode-là, c'est le plus facile. Hein. C'est le plus facile. Il représente l'encapsulation parce que le jar, en fait, la bibliothèque, il appartient qu'à moi. On partage le même class loader. Mais en même temps, il y a une limitation limitée au bundle. Il n'y a pas de séparation d'aspects, c'est-à-dire que si vous souhaitez mettre à jour une bibliothèque, vous devez mettre à jour pour tout le monde. Et en plus, vous avez cette utilisation multiple dans les bundles qui va augmenter. Donc, à chaque fois, il va le charger dans la JVM. Donc il va augmenter la consommation de mémoire. Et surtout, si vous avez des références sur les différentes bibliothèques de même type, dans les différents bundles, vous pouvez avoir éventuellement des conflits. La deuxième méthode, c'est de faire stratégie d'utilisation, c'est de transformer une bibliothèque jar en tant qu'un jar OSGI, en fait, en tant que bundle OSGI. Alors, pendant les workshops avec OBS, j'ai éventuellement aussi fait un peu avec Ypon. C'est que surtout avec OBS, ils m'ont dit on a trouvé la mine d'or. On a trouvé la mine d'or. C'est vrai que c'est une mine d'or, c'est-à-dire que il y a une approche avec le Spring. Il propose en fait beaucoup de jars en tant que bundle déjà bundleisé en fait. Donc c'est super, on peut l'utiliser, on le déploie dans le conteneur OSGI, tout marche parfaitement. Mais le problème, c'est ce que vous voyez ici, c'est qu'on a une fin de disponibilité après le septembre 2014. Donc ça veut dire que si vous utilisez encore des choses de précédentes versions, vous pouvez encore continuer à utiliser. Mais par contre, ce n'est pas une solution viable pour le futur. Et à ce stade-là, on n'a pas un repository, on va dire officiel, de proposition de bundle par défaut. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des approches comme OBS et Eclipse Bundle Repository. Donc, c'est une méthode qui va en fait transformer les jars avec. Mais là-dedans, il y a du travail manuel à faire, surtout en termes d'export, import, tout ça. Parce qu'en fait, vous devez aussi faire attention de ne pas exposer l'ensemble d'une bibliothèque. Et en même temps, vous avez besoin seulement d'utiliser une seule partie. Donc ça, c'est la notion de OSGI, il faut toujours prendre en compte. La même chose, vous pouvez faire avec le BND Tools, qui a un tutoriel super pour transformer ça. La deuxième photo de pour et contre pour cette approche-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus, on va dire, conseillé si vous avez plusieurs modules qui utilisent le même bibliothèque. Vous avez la séparation d'aspects, facilité de mise à jour, référencement, il n'y a pas de conflit. L'inconvénient, c'est que la plupart des bibliothèques ne sont pas disponibles comme des bundles OSGI, malheureusement. Donc, il y a des travaux manuels à faire. Et vous ne pouvez pas faire des résolutions dynamiques par classe by name parce que tout le travail doit faire en amont. Regardons encore sur le cas de WAB.
Donc ça, c'est un sujet qui revient pour dire, OK, j'ai du Spring que je dois utiliser, des portails Spring que comment je fais avec Liferay DXP. Donc là, la réponse, c'est de dire, vous pouvez pas faire du jar au bundle OSGI, vous devez faire des WAR. Mais dans le WAR, dans le portlet Spring, vous pouvez éventuellement être amené à appeler des services qui sont OSGIisés du service Liferay. Donc c'est pour ça, ici, dans un bout de script de Gradle, vous pouvez vous retrouver avec de compile only et un compile group. En fait, dans le compile group, c'est que vous l'embarquez avec. Et dans le compile only, c'est que vous laissez le WAP générateur faire le travail pour vous, pour l'injecter dynamiquement. Donc les dépendances doivent être incluses pendant la phase bid et vous pouvez éventuellement influencer la génération de manifestes avec des propriétés BND-Tools dans Liferay Plugin Package.Properties dans le cas de WAR. Alors, il faut juste avoir cette notion, ça c'est une annonce de Neil Griffin pendant le DevCon l'année dernière. Donc, on a une approche un petit peu similaire par rapport à l'architecture de Glassfish qui utilise aussi Container OSGI. Alors, ce qu'ils ont fait, donc là on parle de Spring, mais on peut aussi parler de CDI ou d'autres choses. L'approche de Glassfish, c'est de transformer l'ensemble de dépendances Java EE avec des bundles OSGI officiels. On le livre avec. Et ça, c'est quelque chose c'est un effort que Liferay cherche à accomplir pour le futur. Futur. Je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'avec des coupures, je vais aller vite. Donc, maintenant, revenons. Si je pars de zéro, donc il y a plusieurs cas. Donc si je pars de zéro, je dois faire une portlet. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je fais des jars ou je fais des WAB? Donc là, le choix, il est assez évident. Hein. Je vais passer vite. Vous n'allez pas beaucoup m'aider. Donc, en fait, bien sûr, c'est la méthode la plus recommandée par défaut, mais il faut tenir en compte, c'est une spécification éditeur. Et si vous voulez vous appuyez sur d'autres standards, vous êtes amené à faire de façon WAB. Dans la façon WAB, il faut pas oublier que si vous voulez éventuellement appeler des services Liferay, vous devez avoir éventuellement des codes répétitifs, par exemple dans le cadre de l'implémentation de services tracker, etc. Et après aussi, lorsque vous utilisez des frameworks tiers, bien sûr, vous appuyez aussi sur des bibliothèques externes, qui est un petit peu la casse-tête, on va dire, à choisir dans cette nouvelle architecture. Lorsque vous faites la migration, est-ce que je dois passer en bundle ou passer en OSGI pur, ou est-ce que je passe en bundle WAB? En gros, là, ici, il y a une bonne pratique à considérer, sont listées ici, c'est-à-dire que ici, par défaut, si vous venez du monde 6.2 ou 6.x, la chose par défaut, c'est de garder en WAR. Ça, ici, tout ce que j'ai listé, ce sont des arguments pour que vous puissiez éventuellement considérer une conversion, c'est-à-dire que de le mettre en jar OSGI. Dans le reste des cas, vous restez en WAR. Cela représente le moins d'efforts, en gros. Donc là, ce qui vous motive, c'est que soit vous avez une portlet avec un package WAR super grande, vous souhaitez diviser pour augmenter la maintenabilité, vous souhaitez partager les codes entre les plugins, vous souhaitez éventuellement bénéficier de mécanismes de fragments JSP ou des fragments OSGI pour faire des extensions. Vous voulez utiliser de nouvelles modes de service builder, points d'intégration, etc. Et bien entendu, vous pouvez aussi faire du semantic versioning et code baselining. Vous pouvez suivre du coup, ça c'est une motivation, c'est-à-dire que on ne change pas la version d'un bundle comme ça, parce qu'il y a cette notion de semantic baselining là-dessus. L'autre difficulté qui est dans cette nouvelle architecture, c'est la partie monitoring, vérification et validation. Parce que vous voyez la différence, c'est-à-dire que
je dois faire quand même beaucoup de choses en amont, pendant la phase build, pour assurer que tout va bien. Et une fois que je l'ai déposé, en fait, je laisse travailler. Donc, quand je veux le laisser travailler, le problème, c'est que je ne peux pas savoir en avance. Donc, il y a des outils qui existent déjà pour regarder le statut de conteneur OSGI. Le plus utilisé, c'est l'implémentation Apache Phoenix et Gogo Shell, le premier. Le deuxième, c'est un plugin Marketplace qui est sorti il y a 3 semaines. Il s'appelle Tripwire Plugin. Donc là, c'est que vous pouvez prendre des snapshots et vous pouvez les exporter en tant que XML. Vous pouvez regarder. Donc du coup, c'est une référence que vous pouvez avoir pendant la phase de build. Et la troisième chose, c'est un projet qu'on est en train de faire. Donc là, c'est dans le futur, mais dans le futur très proche. C'est quelque chose qu'on va vous aider en fait à interroger lors de phase de développement, d'interroger vraiment le bundle de référence, le conteneur de référence pour dire ok, est-ce que tout ce que je suis en train de builder va être parfaitement ok lorsque je le déploie. Je passe rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps et c'est pas non plus le sujet la plus importante de mon talk, donc là, je passe rapidement. Donc une fois on a passé les portlets, on va aller chez les hooks. Donc ça veut dire que ça vous le connaissez, c'est pour les gens qui ont travaillé déjà avec. On est sur ce principe de points d'intégration. On en a plus de 200 et qui est proposé par les Base Samples. Donc là, on a eu un talk l'année dernière par Milan qui s'appelle « 7 choses que vous ne pouvez pas faire avant », qui a donc en fait faire des highlights sur les choses les plus intéressantes dans ces plugins-là. Donc en fait, le hook, il est déprécié et maintenant, on passe en point d'intégration. Je finis mon sujet par rapport à juste vous présenter un petit peu le paysage de l'outil développement. Là, ici aussi, il y a un petit peu de clarification parce que ce sont des choses qui bougent dans le temps, quoi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a des outils qui sont destinés front, donc Gradle, back, Gradle, Maven, BND Tools, au Liferay Gradle, et on a des outils qui sont destinés front, qui est Lexicon, Gulp, Theme Generator, etc. Comment ça se travaille ensemble? C'est que, là, je parle de back. Donc là, pour le back, en fait, on utilise la plupart du temps, même si on vous fait des portraits, pour vous faciliter la vie, on a ce qu'on appelle le Blade Samples. Et le Blade Samples, par défaut, il génère et Gradle et Maven, mais dans l'IDE, il utilise Gradle. Donc, on utilise un client Blade pour générer ces squelettes de projet. Ensuite, on a introduit cette nouvelle notion de Liferay Workspace, cette nouvelle version de Liferay Workspace. Donc, en fait, c'est d'avoir cette structure des projets Gradle, cette nouvelle structure, qui va héberger l'ensemble de modules OSGI, soit des WAR, soit des JAR. Après, vous pouvez aussi avoir, pour garder cette rétrocompatibilité, vous pouvez aussi avoir un plugin STK dedans. OK. L'avantage de ça, c'est que même si par défaut, Liferay propose Eclipse Plugin ou Liferay IDE ou Liferay Developer Studio par défaut, vous pouvez utiliser l'IDE de vos choix, en fait. Donc, soit IntelliJ, NetBeans. En fait, vous devez seulement créer un Liferay Workspace avec installer le Blade et vous pouvez faire des imports dans l'IDE de votre préférence. Quant au Maven, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu à part. C'est-à-dire qu'au niveau... Donc, on n'utilise pas le Blade CRS, on est basé sur les archétypes Maven et qui va s'appuyer sur Blade. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle IDE de votre choix. Je finis mon sujet par rapport... je vais passer vite. Donc, par rapport à la migration. Et avec l'outil. Donc là, je vais parler de seulement la migration. Donc ça, c'est le chronologie, donc la migration entre 6.2 et Liferay DXP. On parle de migration de code. Donc on parle de migration de code. Ici, on est sur le rebuild avec le nouveau STK et adapter de nouveaux outils.
Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Liferay, on propose en fait ce qu'on appelle le Code Upgrade Tool, un outil de mise à jour de code qui va, en fait, c'est un outil qui est divisé en étapes. Donc, qui va passer de breaking change. Donc, la première étape, c'est de trouver des breaking change. La deuxième étape, c'est de je déborde juste 2 minutes parce que j'ai eu des coupures. Après, je vais vous laisser passer, prendre le café tranquille. Donc, juste des étapes, mettre à jour le layout template, mettre à jour le service builder, tout ça. Donc, en fait, tout ça qui va vous aider à faire des allers-retours, corriger. Donc, ça, vraiment, c'est un outil super. Et qui a besoin de la communauté pour vraiment affiner ce dont vous avez besoin. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Donc il faut garder en tête aussi qu'on a pour la migration de WAR, donc on a des outils de ligne de commande pour convertir des WAR en WAB dans la nouvelle architecture. Voilà, sur ce, j'ai fini. Merci beaucoup. Je pense que c'était un peu chiant avec tous ces coupures-là. J'espère que c'était... merci beaucoup.